avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais discuter avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur à propos de son roman à paraître aux éditions Interligne intitulé Rêve creux. Et attendez-vous à ce qu'on parle longtemps avec lui parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Je vais aussi m'entretenir avec Madame Maïra Martin, qui est la directrice générale de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes à propos de la campagne contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. On va parler de qu'est-ce qu'ils organisent de leur côté avec cette campagne. Je vais aussi m'entretenir avec Marie-Renée Faye de l'ACFO à propos de qu'est-ce qui se passe de leur côté. Mais avant que tout cela ne commence, pour ceux qui sont mordus d'art, tous vous êtes amoureux de l'art, moi j'ai beaucoup d'informations à vous partager ce matin et j'aimerais commencer avec le MIFO. Le MIFO, comme vous savez, offre beaucoup d'activités à la population. Et parmi ces activités-là, puisque je vous parle de l'art ce matin, j'aimerais vous inviter à voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir par rapport à leurs cours de dessin. Et les cours de dessin, je ne parle pas seulement de cours de dessin pour les adultes, il y en a aussi pour les jeunes enfants, donc de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Pour plus d'informations, www.mifo.ca. Toujours au MIFO, il y a des cours de danse qui sont aussi offerts et ça peut être de manière hybride. Si vous avez envie de rester dans le confort de votre salon, vous pouvez aussi le faire. Il y a des cours de peinture aussi qui sont offerts par le MIFO. Et parlons de cours de peinture, hier j'ai parlé avec la directrice artistique Catherine Sirois et elle me faisait part de l'exposition de Kanji. L'exposition de Kanji, c'est une exposition, je vais dire, qui a rapport avec les bandes dessinées. C'est la première fois que je voyais une exposition pareille. Et ce que je trouve intéressant que le MIFO a fait pour cette exposition-là, c'est que vous avez la possibilité de voir les œuvres qui sont présentées dans la galerie directement sur le site web du MIFO. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise à aller au MIFO, vous pouvez déjà observer les œuvres de cet artiste-là de la région qui vient d'Orléans même carrément. Hein. Donc, il propose ces œuvres-là. Et ce que je sais, c'est que vous avez aussi la possibilité d'acheter les œuvres-là. Surtout pour les jeunes, je sais qu'ils capotent beaucoup sur tout ce qui est bande dessinée et tout. Donc, si vous voulez faire plaisir à votre jeune, surtout s'il a été sage, c'est le bon moyen là de le féliciter. Visitez le www.mifo.ca pour avoir plus d'informations. Deuxième information que je veux partager avec vous, c'est en rapport avec les spectacles grand public qui sont maintenant offerts par le Centre des Arts Sheckman. Et vous savez, oui, il y a encore des affaires qui se font virtuellement, mais c'est officiel. Vous pouvez vous rendre au Centre des Arts Sheckman pour participer aux événements qui se passent là-bas. Et là, je parle de musique. Et il y a deux affaires qui s'en viennent grand public. C'est le spectacle de Sean Cullen qui s'en vient pour le 23 octobre. Vous avez encore une dizaine de jours pour prendre vos billets sur le site web www.centredesartssheckman.ca. Et il y a aussi le spectacle de Steven Page le 16 novembre. Ça, c'est encore loin, encore pour le mois prochain. Mais je pense que c'est intéressant de prendre vos billets à l'avance parce que les billets, là, ils s'en vont rapidement de ce que j'ai appris avec le directeur artistique avec qui j'ai parlé en début de semaine. J'aimerais aussi vous inviter à visiter le www.masque.ca. C'est le site web d'un organisme ici dans la région. J'ai parlé avec la directrice, je pense, en début de semaine. Et ce qu'ils offrent là-bas, là, c'est extraordinaire. Il y a une panoplie d'activités. Et non seulement ça, ils ont eu de nouveaux partenariats avec des artistes de la région. Et ces artistes-là offrent des vidéos, ce qu'ils appellent des vidéos on demand. Donc, c'est différents artistes. Ça, c'est pas juste de la musique. Il y a des jongleurs qui ont donné des spectacles là-bas. Et vous pouvez les voir gratuitement. Moi, je pense que c'est un gros effort que l'organisme Masque a fait pour vous faire plaisir dans le confort de votre salon. Et donc, pour les encourager, j'aimerais vous inviter à visiter le www.masque.ca pour pouvoir voir ces vidéos-là. Et pourquoi pas participer à leur activité parce qu'ils en ont plusieurs et surtout dans les semaines à venir. Ça, c'est mon premier volet artistique. Le deuxième volet artistique que je voulais toucher ce matin, c'est en rapport avec les écoles. Les écoles, là, si vous me regardez en ce moment, vous savez qu'il y a différents musées ici dans la région de la capitale nationale, mais j'aimerais vous parler de deux musées
le Musée canadien de la guerre qui offre des programmes scolaires. Et cette année, les programmes scolaires offerts par le Musée canadien de la guerre sont totalement gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Juste ce que vous avez à faire, c'est visiter le www.museedelaguerre.ca pour pouvoir booker une place, pour pouvoir participer à une activité avec vos élèves. Et deuxième musée que j'aimerais vous inviter à visiter aussi, c'est le Musée canadien de la nature, www.nature.ca. Eux aussi, ils offrent des programmes scolaires, donc ça sera intéressant de participer si vous vous sentez intéressé. On va revenir maintenant à l'émission et comme je vous disais aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur qui nous parlera du Vietnam. Et avec lui, je vais discuter de son nouveau roman à paraître intitulé Rêve creux. Je vais aussi m'entretenir avec Mahira Martin de l'AOCVF. Et tout de suite après la pause, je parle avec Marie-Renée Faye de l'ACFO de Qu'est-ce qui se passe dans leur organisme. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Olga Macpica, une étudiante de la cité collégiale, qui va nous parler des spectacles à venir dans la région de la capitale. Ensuite, vous avez un retour sur les entrevues de cette saison. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je vais m'informer maintenant de qu'est-ce qui se passe du côté de l'ACFO et pour cela, je suis avec Marie-Renée Faye. Et Marie-Renée, il faut dire que déjà pour commencer, la première chose dont on va parler, c'est vos ateliers inter-arts. Ça fonctionne très bien, c'est ce que je remarque, hein? Oui, ça fonctionne quand même bien. Là, on est pratiquement aux derniers ateliers qui vont être offerts, mais c'est ça. Donc, on en a à faire à peu près une dizaine depuis l'année passée, la fin de l'année 2020. Et apparemment, là, c'est tout le temps rempli. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ces ateliers-là, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour être faits une fois. Je pense que c'est au moins 2 épisodes que vous faites pour que les gens... Non, même, j'en vois 4 déjà. Il y a 4 dates que je vois à l'écran, là, pour pouvoir permettre aux gens de vraiment s'imprégner de ce que, on va dire, le professeur va donner pour ces ateliers-là. Oui, c'est un peu ça. La plupart des ateliers sont donnés en 3-4 séances parce que chaque séance aura un thème bien précis. Ça veut dire un peu que quand on s'inscrit, c'est plus intéressant de participer aux 4, disons. C'est comme un parce cours que souvent en ligne. le 4e... Exactement, parce que souvent le 4e, c'est là où les participants présentent ce qu'ils ont eu à faire, dépendamment du sujet de l'atelier. Fait que c'est ça, en fait. Alors, Parce que pour chaque atelier, à la fin, on présente quelque chose. OK. Le premier atelier, c'est celui en photographie et narration documentaire avec Ama Ouattara. Comment ça va se passer? Oui, c'est bien ça. Donc, ça, c'est sur la photographie en général, mais Ama a choisi un thème bien précis. C'est un peu abstrait, mais en bout de ligne, c'est un peu pour parler de nos différences en termes d'immigration et tout. Et vu que c'est un atelier en photographie, peut-être aussi que c'est important de mentionner que certaines des séances vont nécessiter une présence physique
parce que les participants vont devoir se déplacer pour prendre des photos dans la ville d'Ottawa en tant que telle. OK, donc il va falloir vraiment s'inscrire à temps pour pouvoir savoir la programmation. Il ne faudrait pas venir comme participer au deuxième et puis se dire, OK, c'est bon là. Oui, pas mal, parce qu'actuellement, il reste juste 6 places disponibles, Wow, OK. alors qu'on a annoncé l'atelier hier, fait qu'il faudrait quand même faire vite pour ça. OK, question pour toi là. Est-ce que quand je m'inscris pour cet atelier avec Ama Ouattara, à chaque date, il va falloir que je m'inscrive encore? Non, on s'inscrit juste pour l'atelier en général. OK. Après, il y aura un lien et les informations vont être données, mais on s'inscrit juste pour les 4 séances en même temps. Super. Deuxième atelier, c'est une initiation au monde du podcast avec Sébastien Parrain. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Oui, c'est ça, parce que cet atelier, on l'a donné déjà il y a 2 mois environ, mais il y avait beaucoup de demandes des personnes qui n'avaient pas pu s'inscrire parce que c'était rempli. Donc, on offre l'atelier une seconde fois. Juste préciser que c'est exactement le même atelier que la première fois. C'est juste pour donner la chance à ceux qui étaient intéressés et qui n'ont pas pu de pouvoir le faire. Ah, je pense que je serais intéressée là. Je vais prendre note et puis commencer à m'inscrire au plus tôt. J'espère qu'il y a encore beaucoup de places disponibles. Pour celui-là, il en reste juste 5 et ça commence la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait juste faire vite. Il reste juste 5 places. J'ai revérifié juste avant le début de l'émission. Bon, après l'émission, je prends ma place. Pas de problème pour ça. Et puis, autre chose qui sort dans votre comment je vais appeler ça, dans votre liste que vous envoyez par courriel, là, j'ai pu le voir, c'est le rapport au sondage. Apparemment, il y a de bons résultats. Oui, c'est ça. Il s'agit du sondage qu'on avait envoyé au printemps 2021. L'objectif, c'était un peu de voir la satisfaction de la communauté par rapport à notre programmation de l'année 2020-2021 et aussi savoir, par exemple, ce serait quoi leur secteur prioritaire, les secteurs dans lesquels l'ACFO devrait intervenir et juste aussi s'ils ont des idées de projets ou d'activités qu'ils aimeraient avoir pour que nous, on puisse, ça nous permettra en fait, on va se baser sur ça pour le futur et pour nos prochaines activités. Malgré la pandémie, j'ai pu lire le sondage un peu, je ne te dirais pas en entier, mais vraiment les points forts. Mais je me rends compte que les statistiques montrent que même si on était en période de pandémie, vous avez quand même mis la lumière sur l'ACFO Ottawa, surtout avec le programme Ottawa bilingue. Là, je te dis, là, depuis la semaine passée à aujourd'hui, j'ai au moins 3 de mes invités qui me parlaient du fait qu'ils avaient bénéficié du programme Ottawa bilingue. Oui, c'est ça. Et surtout que le programme a été renouvelé. Donc, jusqu'en 2023, on va continuer d'entendre parler d'Ottawa bilingue. Il y aura d'autres rondes de soumission qui vont s'en venir pour 2022 aussi. Parfait. Donc, c'est bon à savoir pour les organismes qui nous écoutent. Là, prenez note pour que vous puissiez participer à Ottawa bilingue. Dernière affaire, c'est une offre d'emploi que l'ACFO offre et apparemment, c'est en communication, ce qui veut dire que tu vas nous quitter, Marie-Renée. Oui, malheureusement. Je quitte l'ACFO après 2 ans et du coup, mon poste est ouvert. C'est un poste en communication. Donc, c'est pas mal tout ce que je faisais. On cherche juste une personne qui reprendrait le flambeau. L'offre est ouverte jusqu'au 20 octobre, donc le mercredi de la semaine prochaine. Et l'entrée en poste, ce serait dès que possible. Donc, toutes les informations sont aussi sur le site Internet. Écoute, nous, on veut te dire merci d'avoir été là avec nous ces 2 années-là. Et puis, on espère que vous n'allez pas nous lâcher parce qu'on aime vous avoir à l'émission. Non, on sera toujours là avec vous. Merci beaucoup, Marie-Renée. Je te souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour les ateliers inter-A, pour voir en gros le rapport du sondage annuel ou bien pour l'offre d'emploi, www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec la DG de l'AOCVF, Mme Maïra Martin, au sujet de l'harcèlement sexuel en milieu de travail. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille,
fait mourir, le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couplet si gentil là? J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais ma vie que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là, nous les enterrerons au milieu de la ville et là, sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la campagne de l'AOCVF contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Et pour en parler, la directrice générale Maïra Martin. Toujours un plaisir de vous parler, Maïra, parce qu'on a toujours plein d'informations sur ces sujets-là qui sont un peu tabous, si on peut le dire comme ça. Et tout le monde a l'air de comprendre, mais si vous devez nous donner une définition de ce que c'est réellement que le harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Oui, donc je pense que la majorité des gens, quand ils pensent au harcèlement sexuel, ils pensent à des attouchements ou à du chantage à des fins sexuelles ou même à des viols qui ont lieu sur le milieu de travail. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça quand on parle de harcèlement sexuel en milieu de travail. Et je dirais l'une des premières choses, ça peut être des commentaires ou des blagues qui sont faits, qui sont de nature sexuelle, puis qui sont faits à l'encontre d'une collègue ou d'une cliente. Donc ça peut être ça peut être des afficher par exemple des photos ou faire transmettre des vidéos de nature sexuelle. Ça peut être faire des dessins qui sont un peu dégradants dans le milieu de travail. Ça peut être aussi poser des questions. Ou faire des commentaires un peu déplacés, par exemple, sur la sexualité ou voilà, des commentaires qui peuvent sembler un petit peu banals, mais qui viennent en soi mettre la personne très mal à l'aise et puis vraiment la mettre dans une atmosphère qui n'est absolument pas professionnelle, où on va lui poser des questions ou lui faire des commentaires sur, par exemple, sa sexualité. Wow, c'est assez subtil, hein, parce que si on ne sait pas toutes ces informations, on va se dire, OK, il est juste en train de s'amuser, surtout que souvent, avec des collègues, on peut avoir des rapports assez, je dirais pas intimes, mais assez cordiaux. Mais du coup, si la personne nous lance quelque chose comme ça, la ligne, elle est mince entre est-ce qu'il est en train d'entrer dans du harcèlement sexuel ou il est juste en train de me taquiner? Oui. Donc c'est ça, généralement souvent les gens vont vouloir minimiser en disant que c'est juste une blague ou c'est juste un commentaire, et c'est là aussi où c'est un peu compliqué pour une personne qui reçoit ce type de commentaire-là, parce que si elle dit quelque chose ou si elle se plaint, elle peut être vue un peu comme étant la personne qui est pas drôle, la personne qui comprend pas les blagues. Donc ça met vraiment la personne dans une situation extrêmement inconfortable parce que elle n'aime pas ce genre de commentaires, elle ne les apprécie pas et ça ne la fait pas rire et elle ne les aime pas. Mais d'un autre côté, elle se retrouve dans cette ambiance-là où c'est peut être très difficile pour elle de le dénoncer. Et puis de dire qu'elle a envie que ça arrête. J'ai regardé un de vos communiqués par rapport à la campagne actuelle là, et j'ai été choquée par rapport aux statistiques qui se trouvaient dedans. Ça dit qu'au Canada, 72% des femmes victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail ne l'ont pas signalé à leur employeur. 72%, c'est trop. Oui, c'est déjà beaucoup trop. Puis on a aussi d'autres statistiques qui nous disent qu'il y a une travailleuse sur deux
un peu plus de 50% des travailleuses canadiennes qui disent avoir déjà subi du harcèlement sexuel en milieu de travail, et puis donc 72% qui disent qu'elles ne l'ont pas dénoncé. Oui, c'est beaucoup trop. Déjà, ce chiffre de 1 sur 2, c'est énorme. Et puis aussi, le fait qu'elles ne trouvent pas la place pour dénoncer, c'est aussi extrêmement problématique. Après, il faut se rendre compte que comme beaucoup d'autres formes de violence à caractère sexuel, il y a encore beaucoup de blâme qui est posé sur la victime, sur la personne qui en est victime. Et d'autant plus quand ça se passe dans le milieu de travail, il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver. Donc, il peut y avoir la honte déjà que ça soit arrivé. Il peut aussi avoir du blâme. La personne se culpabilise. La personne se demande qu'est-ce qu'elle a fait pour, entre guillemets, mériter ça. Et puis aussi, elle peut même remettre un peu en cause ses propres sentiments, de se dire, est-ce que oui, est-ce que c'était finalement pas qu'une blague? Est-ce que c'est moi qui... C'est ça. Exactement. Est-ce que vraiment, donc elle vient à remettre en cause la gravité de ce qu'elle vit. Donc il y a tout ça qui se passe pour elle. Et puis il faut pas aussi oublier que c'est pas forcément facile d'aller dénoncer, que ça soit un collègue, un client, un superviseur qui nous fait vivre tout ça, parce que ça se passe dans le milieu de travail et que il y a beaucoup de gens qui ont peur de représailles, qui ont peur de perdre leur emploi, qui peuvent avoir peur aussi du coup que ça soit minimisé ou que encore une fois elles sont un peu pointées du doigt comme étant la mauvaise joueuse de l'équipe. Donc il y a tout ça aussi qui est un frein pour la dénonciation. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de casser. Justement, nous, c'est à chaque fois le message qu'on fait passer pour n'importe quelle victime, que ça soit violence conjugale, agression sexuelle, harcèlement sexuel, c'est de déculpabiliser la personne, c'est de lui dire que ce n'est pas de sa faute et de remettre la responsabilité sur les vrais responsables, donc les auteurs de types de violence, et que ça soit ces personnes-là qu'on commence à questionner et qu'on les interpelle pour leur dire que ce comportement-là n'est pas acceptable. Moi, j'aime beaucoup votre manière de donner, je vais dire ça comme ça, la parole aux femmes, parce que vous avez mentionné la stigmatisation, la honte, le fait qu'on soit prise pour quelqu'un qui ne sait pas s'amuser et tout ça. Il y a tous ces points-là. Et puis, il faut voir aussi, et puis être honnête là-dessus, en tant que femme, souvent, c'est assez difficile, souvent, de nous mettre dans la bonne position. Est-ce que je fais bien d'aller dire à mon employeur que mon tel collègue me fait une telle chose, alors que dans le fond, je me dis, tout le monde me voit en train de taquiner avec lui. Donc, demain, si je pars dire à mon employeur qu'il a dit une telle chose, on peut dire, c'est parce que vous avez l'habitude de taquiner ensemble. Donc, t'as pas besoin de te plaindre. Donc, je pense que cette culpabilité que les femmes entretiennent là, ça les détruit, en fait, finalement. Oui. C'est extrêmement difficile pour une femme de vivre ça parce qu'elle va beaucoup se questionner, donc questionner son propre comportement, se demander est-ce que finalement j'ai fait quelque chose pour encourager ça. Elle va aussi questionner sa propre perception des choses. Encore une fois, se dire est-ce que c'est moi qui exagère, est-ce que j'en fais trop, et puis finalement aussi se remettre en cause son propre sentiment de sécurité en se disant c'est vrai que dans certains cas il y a des personnes qui peuvent être là, et c'est un peu se dire pourquoi personne d'autre ne réagit. Donc finalement, c'est placer la victime aussi beaucoup ça la responsabilise beaucoup parce que non seulement elle subit ça, mais en plus, on s'attend d'elle à ce qu'elle dise quelque chose. Alors qu'en réalité, puis c'est là aussi où je pense qu'il y a peu de personnes qui sont au courant. Il faut d'abord savoir que la première responsabilité, c'est pour un employeur. C'est un employeur, tout employeur en Ontario doit mettre en place des politiques et des règles très strictes pour lutter contre le harcèlement sexuel. Donc ça doit être extrêmement clair. Donc il doit y avoir des politiques qui luttent contre ça, peu importe le type d'employeur en Ontario. Il doit aussi avoir de la formation qui est donnée aux employés sur qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel. Ouais. Et il faut aussi que ça soit extrêmement clair pour les victimes, quels sont les recours. Donc en fait, tout ça, quand c'est l'employeur qui met en place ces règles-là, déjà tout de suite, et que c'est extrêmement connu, que donc l'employeur le fait, et puis qu'en plus l'employeur est extrêmement proactif dans ça, ça met déjà tout de suite en place une culture comme quoi ce n'est pas acceptable. Et puis de la sécurité aussi pour les femmes qui se trouvent dans cet environnement-là.
C'est ça. Et puis du coup, quand l'employeur met ça en place, déjà, il fait comprendre que ce n'est pas acceptable et qu'il y a des choses en place pour lutter, donc pour aider les victimes, mais aussi pour réprimander les harceleurs. Et puis après aussi, ce qui est dit, c'est que chacun, finalement, chaque personne dans le travail, chaque employé a la responsabilité de suivre du coup les règles établies et a la responsabilité de mettre en place un environnement qui est sain et sécuritaire pour tout le monde. Donc, ça veut dire déjà que c'est un message qui est envoyé aux potentiels harceleurs de dire « chez nous, ce n'est pas accepté ». Donc, ce type de comportement-là, les blagues, les dessins, les vidéos ou les photos qui sont transférées, voilà, tous les commentaires qui peuvent être faits ou des actes aussi, évidemment les attouchements, les attitudes qui sont menaçantes, qui sont assez intimidantes, tout ça, ce n'est pas toléré. Donc déjà, ça lance un message pour de possibles harceleurs. Et puis, ça lance aussi un message pour tous les autres employés d'être aussi alerte parce que finalement, c'est notre responsabilité aussi collective de faire attention que ce type de comportement ne vienne pas. Et ça, donc, en tant que collègue, on a aussi des choses qu'on peut mettre en place de façon proactive. Et puis, on peut aussi intervenir si on est témoin. Alors, je vais prendre une pause avec toi parce que après la pause, pour ne pas donner trop de contenu, je veux que les gens restent avec nous. On va parler de tout ce qui se passe là dans cette campagne. Je te garde avec moi, Mayra, et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Souffler sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette tes derniers regards sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. Si l'homme est une onde de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer, je t'attribue, chérie, autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. C'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dans la vallée, oh, de Dana, dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos dans la vallée, oh, de Dana, dans la vallée, oh, des champs de guerre près des tombeaux. Au bout de la vallée, on entendait le son. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la campagne contre le harcèlement sexuel en milieu de travail lancée par la OCVF et j'ai toujours la directrice générale avec moi, Mayra Martin. Et puis, il faut dire que cette campagne-là a comme thématique « Ça ne passe plus ». Et je pense qu'on a une petite vidéo assez percutante que vous avez produite qu'on va regarder ensemble. OK. Là, il faut que... La semaine dernière... En fait, non. Ça fait plusieurs fois, plusieurs semaines. On dirait que je sais pas, là... Pour elle, c'est difficile de dénoncer. Pour vous, employeurs et collègues, de nombreux outils peuvent vous aider. Le harcèlement sexuel en milieu de travail, ça ne passe plus. Ça explique exactement qu'est-ce qu'on disait dans le premier segment, la peur, la culpabilité, ne pas savoir comment aborder la conversation avec l'autre. En 30 secondes, là, vous l'avez fait dans cette publicité-là. Oui, merci. C'est un peu ça qu'on essayait de faire passer. Déjà, on a voulu aussi montrer une femme qui est racialisée parce que c'est aussi la situation. Souvent, ça va être des femmes
qui sont vues comme pouvant être un peu plus vulnérables. Donc que ça soit par exemple des femmes noires, des femmes autochtones, des femmes trans, ou des femmes lesbiennes aussi, parce que ça peut être aussi, elles peuvent être perçues, ça peut être un peu plus facile, entre guillemets, de les contrôler ou de les manipuler comme ça et de les faire se sentir mal. Donc, je pense que c'est important aussi de le dire, qu'il y a certaines femmes qui sont plus à risque d'être victimes aussi de harcèlement sexuel. Et puis aussi, pour certaines femmes, ça peut être plus difficile compte tenu de tout leur contexte. Ça peut être aussi encore plus difficile pour elles de dénoncer ce qu'elles vivent, parce que on sait que ça peut être plus difficile pour, par exemple, des femmes noires de trouver des emplois. Elles font face à plus de discrimination. Ça peut être la même chose aussi, par exemple, pour des femmes trans où ça peut être plus difficile d'être sur le marché de l'emploi, des femmes en situation de handicap, par exemple. Donc tout ça, c'est aussi important pour nous de le dire, que c'est parfois les personnes qui harcèlent ont aussi parfois la capacité de voir pour qui ça serait encore plus difficile de dénoncer et du coup de continuer à harceler. Ensuite, ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est que c'est extrêmement difficile d'en parler. Et que voilà, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas facile d'aller taper à la porte de son employeur pour dire j'ai subi ça, et que ça prend énormément de courage. Donc, comme je précisais tout à l'heure, c'est important aussi que le milieu de travail en général a un grand rôle à jouer pour aider les employeurs, mais aussi les collègues. C'est quelque chose qui m'a un peu choquée aussi dans votre communiqué concernant cette campagne-là, c'est que même en période de pandémie, de manière virtuelle, là, il y a toujours de l'harcèlement sexuel. J'étais comme, comment ça peut arriver? Oui, alors il faut savoir, encore une fois, puis si on revient strictement au niveau de la loi, déjà, ce qu'on considère comme étant du harcèlement sexuel en milieu de travail, la définition du milieu de travail est extrêmement large. Donc, ça compte évidemment les locaux, les lieux physiques du travail, mais c'est aussi beaucoup plus large. Ça peut être par exemple pendant un 5 à 7, donc ça peut être dans un restaurant, dans un bar, ça peut être dans une fête entre collègues, donc dans le domicile, par exemple du superviseur ou d'un autre collègue. Ça peut être pendant un voyage d'affaires, donc ça peut être dans un hôtel ou dans un avion. Et ça peut aussi, du coup, être dans le lieu de travail de la victime elle-même, donc en circonstances de télétravail. Et là, ça peut être encore beaucoup plus difficile pour une femme de le reconnaître. Et puis ça peut être encore aussi plus difficile pour un employeur ou pour des collègues de s'en apercevoir parce qu'on n'a plus ce contact-là. Mais on peut par exemple imaginer sur les chats, des clavardages d'équipe, où ça pourrait arriver du coup qu'il y ait des images ou des commentaires qui soient faits. Il y a eu un peu dans les médias, c'est sorti, c'était aux États-Unis où quelqu'un a été pris en train de se masturber pendant une réunion d'équipe. Donc ça peut être aussi tout à fait ça. Il y a malheureusement pour une personne qui veut harceler ou qui veut avoir des comportements inappropriés, le télétravail ne coupe pas ça. Mais là où ça peut être encore un peu plus difficile, c'est que ça peut être plus difficile pour les autres de s'en rendre compte. Mais là aussi, du coup, ça serait important pour une victime de conserver des preuves, par exemple. Ça peut être un des avantages, entre guillemets, par rapport à quand c'est du verbal. Là, par exemple, si c'est dans un clavardage, si c'est par écrit, c'est conserver des traces de ces conversations-là ou de ces courriels, par exemple, ou de ces rencontres, de faire des captures d'écran, des choses comme ça. Donc, il y a quand même aussi un moyen pour des victimes de garder des traces de ce qui se passe. Et ce qui me plaît avec cette campagne-là, c'est qu'elle vient avec un nouveau site web, www.plusjamais.ca. Et ce que je trouve intéressant par-dessus tout, c'est que tout de suite, quand vous vous mettez sur le site web, j'ai vu les deux onglets, il y a effacer mes traces et quitter maintenant pour ne pas être surpris parce que souvent on a un peu peur. Puis surtout si on veut des outils pour pouvoir entamer la conversation avec son employeur, tout ça se trouve sur le site web, mais on ne veut pas être surpris en train de faire nos recherches aussi, hein.
C'est ça, exactement. Donc sur tous nos sites web, on a toujours cette pratique de mettre des petits liens qui ramènent vers une page neutre, Oui. ou aussi qui permettent d'expliquer, d'effacer l'historique, que ça soit si on veut faire des recherches au bureau ou que même par exemple si on habite en colocation ou si on habite en couple, parfois on veut pas forcément savoir ce que l'autre sache ce qu'on fait. Donc c'est toujours ça. Et puis puisque vous parlez du site web, il y a énormément de ressources à la fois pour des collègues, pour des victimes, et puis même pour les employeurs. Donc par exemple pour les employeurs, je disais qu'il faut mettre en place des politiques. Et puis c'est pas toujours facile, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'argent pour en faire, c'est pas toujours forcément très simple. Donc il y a des modèles de politique que les employeurs peuvent adapter. Il y a aussi toute une explication très claire de ce que la loi dit. Toutes les différentes étapes, toutes les choses qu'il faut mettre en place. Donc tout ça, c'est extrêmement bien expliqué. Et puis pour les collègues, on a quelques recommandations pour les collègues, des choses à faire de façon proactive ou pour aider une victime. Et puis pour les victimes, il y a aussi quels sont les recours et quels sont leurs droits. Merci beaucoup, Maïra. Très belle campagne. Je suis sûre qu'elle va aider beaucoup, beaucoup de femmes. Je vous souhaite bonne chance et puis au plaisir de se parler une autre fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors pour vous à la maison, surtout mesdames, www.aocvf.ca, c'est le site web de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Si vous voulez plus d'informations concernant cette campagne dont je viens de parler avec Maïra Martin, ça sera au www.plusjamais.ca. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur qui nous appelle du Vietnam. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton j'écouterai pas ton j'écouterai pas ton ce matin, non, j'écouterai pas ton De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur de son nouveau roman à paraître intitulé Rêve creux. Et avant de parler de ta littérature, de tout ce que tu fais comme auteur, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au Vietnam? J'habite au Vietnam avec ma famille depuis maintenant un peu plus que 3 ans. Ma conjointe travaille au gouvernement du Canada ou aux Affaires mondiales, Bureau des Affaires mondiales, donc elle est rattachée à l'ambassade. Okay. Et puis on est ici donc pour un séjour encore pour quelques mois, mais on revient au Canada bientôt. OK, parfait. Heureusement qu'on ne t'a pas perdu comme auteur de la région parce que tu continues d'écrire ici pour nous. Et avant de parler de Rêve creux, j'aimerais qu'on revienne un peu sur L'odeur du gruau qui était ton précédent ouvrage qui a eu un véritable succès. Et je me rends compte que le résumé de L'odeur du gruau et celui du Rêve creux, ça n'a pas rapport.
c'est quoi le shift que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence au niveau stylistique, mais aussi au niveau de l'histoire entre les deux romans. J'imagine ce qui m'a passé par la tête, je sais pas trop. Non, mais Rêve creux, c'est venu comme un projet vraiment amusant que je me suis lancé très spontanément dans la création. L'odeur du gruau, c'est quelque chose que j'ai mijoté beaucoup plus longtemps et puis qui avait une autre approche là, au niveau de la stylistique. Qui était peut-être beaucoup plus dense, hein? Puis c'était sur une période de temps très étalée. Là, c'était sur environ 30 ans, là, que ça s'étalait sur des allers-retours dans le passé, dans le futur même. Là, ici, le Rêve creux, c'est très concentré. C'est une histoire qui se déroule sur 6 semaines. OK. Donc, c'est beaucoup plus condensé. Là. Pourquoi Rêve creux? Pourquoi ce titre-là? Rêve creux, c'était un peu comme par accident que j'ai trouvé ce titre-là, dans le sens où j'avais déjà une première idée de ce que je voulais comme titre. Puis là, je voulais changer. Puis là, j'ai découvert que Rêve creux, en fait, c'était un vieux mot ou une vieille expression française qui signifie quelqu'un qui a des rêves, quelqu'un qui imagine tout le temps des espèces de projets chimériques, quelqu'un qui n'est pas très rattaché à la réalité. Mais c'est ça. Et puis, donc, à quoi on s'attend dans cette histoire-là? Est-ce que c'est une histoire qui n'est pas vraiment de notre monde? C'est ça, il y a un peu de mystère là, dans l'histoire, dans le sens où ça commence par quelque chose de tout à fait banal. C'est l'histoire d'une petite famille là, qui ressemble peut-être un peu à la mienne, je dirais, là, avec 2 enfants. Et puis, donc c'est ça. Ce qui arrive, c'est que les enfants, ils se mettent à faire des mauvais rêves, à être somnambules, à faire des cauchemars. Et puis, au départ, c'est pas tellement... c'est pas une grosse inquiétude, mais ça commence à se complexifier. Et puis, les enfants, ils continuent de faire des espèces de somnambulisme comme ça, de plus en plus dangereux. Oh. Et puis là, le père et la mère, ils se mettent à chercher des solutions un peu ésotériques là, pour trouver... ils se mettent à penser que leurs enfants sont peut-être possédés. Puis là, on rentre dans l'espèce d'intrigue, là. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un thriller? J'irais pas jusqu'à dire que c'est un thriller dans le sens où c'est raconté de manière assez simple. OK. La narration est très effacée. C'est presque tout sous forme de dialogue, en fait. Alors, moi, c'est ça que je voulais poser comme question, puisque je ne suis pas tellement du monde littéraire. Tu vas m'aider avec ça. Le résumé de ce roman-là dit que l'approche documentaire est faite avec un narrateur effacé. Et puis, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça signifie. Donc souvent, hein, quand on lit une histoire, on va avoir ce qu'on appelle des incises. Donc ça pourrait être quelque chose comme par exemple ne va pas là-bas, crie-t-elle. Hein? L'incise, c'est crie-t-elle. Donc dans mon histoire, j'ai retiré toutes les incises et puis il n'y a pas de description de l'action. C'est-à-dire, il n'y a pas personne il n'y a pas un narrateur qui dit que tel personnage change de pièce ou fait tel geste. C'est tout à travers le dialogue que l'action se déroule. Okay. Donc, des fois, il faut l'imaginer. Donc, c'est de cette manière-là que je veux dire que c'est un peu de style documentaire. C'est que le narrateur joue pas de rôle ou à la fin presque aucun rôle. Mais il y a quand même certains moments où les enfants prennent la parole, où ils racontent eux-mêmes leurs rêves, leur période de somnambule. Et puis, il y a aussi dans l'histoire, il y a une autre histoire. Il y a la famille qui lit ensemble un roman qui est comme une espèce de roman fantastique, si tu veux, là, que j'ai inventé un personnage
est un peu inspiré là, de mes héros de jeunesse, là, si tu veux. Et puis donc, ce personnage-là, il y arrive toutes sortes d'aventures à travers le monde. Donc, il va se retrouver donc, ici au Vietnam, entre autres. Et puis donc, dans cette section-là, là, il y a une narration un peu différente. Donc, Rêve creux, en fait, là, c'est rempli d'imagination. Et ce que je pense, c'est que tu veux laisser le lecteur lui-même imaginer qui est qui fait quoi, et puis se faire son film à lui-même. Un peu. Les dialogues sont quand même assez clairs. Je pense qu'on sait qui parle, mais des fois, ça peut ressembler à du théâtre. Quand on lit du théâtre, hein, on a le nom de la personne qui parle et puis on a simplement le texte, mais on n'a pas nécessairement la description de l'action. Hein. Imaginez. Alors, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, tu vas m'expliquer pourquoi tu es tellement... je vais rien dire, je te garde avec moi. Je vous garde aussi avec moi pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. D'un océan à l'autre, De la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère. d'un océan à l'autre, De la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer, et les chants de mon grand-père. au large des prairies, Quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle toujours avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur à propos de son nouveau roman à paraître le 10 novembre aux éditions Interligne intitulé Rêve creux. Et avant la pause, je ne voulais pas le mentionner, mais maintenant qu'on est revenu de la pause tranquillement, je veux que tu m'expliques, Alexis, c'est quoi le lien entre Rêve creux et le professeur Koan Nguyen? C'est quoi le lien? Et qui il est déjà, ce professeur? Mais c'est ça, quand j'écrivais l'histoire, j'étais à la recherche, parce que donc l'histoire dans l'histoire, donc le roman que la famille est en train de lire, se déroule au Vietnam, donc mais en Indochine, donc à l'époque de la colonie française vers, disons, 1915. Et puis là, je me suis mis à chercher, je me disais, ce serait peut-être bien que je trouve un personnage historique qui aurait peut-être, qui pourrait devenir l'ami de mon héros. Puis là, je fais des recherches, puis là, je tombe sur ce professeur, donc Juan Van Nguyen. Et puis, je découvre que c'est un anthropologue qui a fait toutes sortes de recherches sur les rituels vietnamiens traditionnels. Puis là, j'ai eu accès à ces documents-là, et puis je me dis, mais c'est formidable. Puis là, là-dedans, il raconte une cérémonie qui s'appelle la cérémonie du repêchage de l'âme. Puis je dis, il faut que j'utilise ça. C'est trop beau comme occasion. Donc c'est un anthropologue. Il est mort, je crois, dans les années 70. Et puis, il y a eu des enfants. Puis donc, j'ai utilisé ce personnage-là pour
pour l'intégrer dans l'histoire. Et puis, j'ai utilisé de ces recherches et puis des dessins qui avaient été faits dans ces recherches se retrouvent dans le roman. Alors, j'ai eu la permission de les utiliser. Je suis super content. Et puis, c'est ça. Donc, même, j'ai utilisé le personnage de sa fille dans l'histoire là, pour l'intégrer. Je trouvais que c'était une belle occasion. Puis surtout... Ça tombait dans le thème où j'étais, là, avec l'histoire de possession. Et puis là, c'est un peu ce qui arrive, là, c'est que le père, il se met à croire que oui, il faut qu'il fasse lui aussi un repêchage d'âme. Et puis, c'est un peu comme ça que ça déboule. Là. OK, donc là, en fait, l'intégration du travail de ce professeur-là dans ton roman, c'était vraiment pour aider, on va dire, le personnage principal à savoir quel rituel faire avec ses enfants qui vivaient des affaires bizarres? Voilà, c'est ça. Et puis là, c'est là qu'il y a une espèce de mélange entre l'imaginaire, hein, comment l'imaginaire, l'imaginaire ça peut rentrer dans nos vies par toutes sortes de portes. Hein. Des fois, on pense à quelque chose, on prend un livre, puis là, on trouve dans ce livre, mais ça correspond à ce que je suis en train de vivre, puis là, on voit des coïncidences partout, puis donc c'était un peu de jouer avec cette frontière-là de ce qui est ce qu'on vit dans le réel, mais comment la fiction, comment l'imaginaire peut en fait contribuer continuellement à notre réflexion puis à notre façon d'agir, en fait. C'était ça que je voulais jouer surtout dans cette histoire. Il y a quelque chose qui m'intrigue parce que pour l'odeur du gruyot, tu as dit en début d'entrevue que tu l'avais bien préparé, c'est quelque chose que tu as mariné, mais avec Rêve creux, ça t'est venu spontanément. Forcément que tu as eu la piqûre de vouloir écrire dans ce sens-là quelque part. Il y a peut-être un élément déclencheur. Oui, ben j'avais envie de parler de la famille, puis j'avais envie de parler aussi de paternité. Donc ici, là, je viens prendre des thèmes, mais j'avais pas envie de les attaquer non plus de front. Donc l'idée, c'était de présenter une situation, puis de donner l'occasion d'avoir toutes sortes de réflexions par rapport à ça. Donc, pour moi, c'était quand même important aussi de parler comme je te dis, de paternité, de relations avec ses enfants, avec son fils, parce que aussi, c'est des questions qui me touchent plus, mais les relations père-fils, autant en tant que père, mais aussi en tant que fils moi-même. Donc, comment on gère nos relations interpersonnelles dans la famille, comme il y a le personnage du grand-père dans l'histoire qui vient un peu marcher sur les plates-bandes de son fils. Il peut y avoir des conflits à ce niveau-là, des fois. Donc, c'est ça. Puis, j'avais envie aussi de parler de rituels, de tout ce qu'on donne du sens à la vie. Donc, il est question aussi de rituels qu'on peut faire donc, pour passer des fois de l'enfance à l'âge adulte, qu'on peut faire avec nos enfants. Donc, c'est un dans le livre. Mais que ce soit dans Rêve creux, un roman qui est assez poussé dans l'imaginaire et l'odeur du gruyot, ton précédent roman, je me rends compte que les relations humaines en général là, sont super importantes pour toi. Oui, c'est la base, effectivement, c'est la base de mon écriture. Ouais. Et qu'est-ce que... Je voulais juste demander, qu'est-ce que tu voulais que le lecteur retienne de cette histoire-là? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il retienne de cette histoire-là? Pour moi, c'est quelque chose qui est enrichissant, mais en même temps de stimulant, de divertissant. Parce que c'est quand même écrit, je pense que c'est une histoire qui est quand même drôle. C'est écrit avec humour. J'ai essayé de faire des descriptions justement de la vie familiale de façon super dynamique, comique à l'occasion, que ce soit vivant, qu'on ait l'impression d'être vraiment dans la famille. Donc pour moi, j'aimerais ça qu'on retienne de ce livre-là justement une espèce de joie de vivre aussi. C'est pas tout sombre, au contraire. Il y a beaucoup de plaisir à vivre en famille. Donc, c'était ça. Là. L'idée, c'était d'apprécier ce qu'on a, puis
Ouais, je pense que ce serait déjà bien. Même si ça va, ça a l'air, comme on le dit, on va pas dire bizarre, mais ça a l'air un peu apeurant de se dire, OK, c'est un livre, où est-ce que ça nous envoie dans l'imaginaire, on parle de repêchage de l'âme, mais par rapport, je me dis que c'est un livre qu'on peut partager avec son fils, parce que là, tu viens de parler de rapport père-fils et tout, mais c'est un livre qu'on peut lire avec son fils, hein, pour passer un bon moment, je me dis. Je pense que oui, tout à fait. En fait, quand je l'ai écrit, l'idée d'écrire un livre pour adolescents, à la limite, c'est presque ça. J'ai l'impression que c'est un livre qui s'adresse autant aux parents qu'aux enfants. Les enfants, à partir de 10-12 ans, je pense, auraient du plaisir à lire ce livre parce que... Il va nous rester 20 secondes. C'est pas... Oh, OK. Mais c'est ça. Donc, je pense que ça se lit bien. Il y a un langage très familier, puis c'est... Merci beaucoup, c'est Alexis. facile à lire. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir veillé cette nuit-là, parce qu'il fait très tard au Vietnam, pour pouvoir nous parler. Je te souhaite bon succès pour ce nouveau roman. Au revoir. Je te remercie beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, je vous donnerai les informations concernant le roman bien plus tard après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés, et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Dans la prochaine émission, on découvre Miss Courageuse, une TikTokeuse amputée au bras qui inspire plus de 63 000 personnes quotidiennement sur ses plateformes sociales. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour pouvoir vous procurer le nouveau roman à paraître de l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur. Ça sera au www.interligne.ca et comme je dis, c'est un roman à paraître. Il va paraître le 10 novembre, donc vous pouvez visitez le site web pour rester à l'affût et pourquoi pas vous le commander. Écoutez, moi j'aimerais aussi vous inviter à visiter le www.plusjamais.ca parce que si vous avez suivi l'émission, vous avez constaté que j'ai parlé avec Maïra Martin de la campagne de l'AOCVF contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et sur ce site web-là, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir vous aider par rapport à ces thématiques un peu difficiles. Donc www.plusjamais.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on a beaucoup d'invités super intéressants. Et parmi ceux-ci, je vais recevoir le magicien Daniel Coutu qui va nous parler de son spectacle qu'il donne dans la région. Je vais aussi m'entretenir avec Marie-Ève Chassé qui va nous parler des activités virtuelles de Théâtre Action. Dorine Tchomele sera avec nous pour nous parler du concours Épelle-moi Canada. Et on va terminer l'émission avec notre conseiller financier, Cédric Larry Galdi. Tout ça demain à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.